Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate, destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, leur parcours, leurs victoires, mais aussi parfois leurs échecs et leurs difficultés. Anomia, c'est un cabinet de conseil dédié aux avocats. Concrètement, nous donnons aux avocats les moyens de leurs ambitions en appliquant les méthodes de l'entreprise aux spécificités des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Patrice Spinozzi, dont le nom ne vous est sans doute pas étranger. Outre certaines affaires assez médiatisées, Maître Spinozzi est un fervent défenseur des libertés et droits fondamentaux, domaine dans lequel il a obtenu de nombreuses décisions qui font aujourd'hui autorité. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir plus en détail le parcours de cet homme engagé. Bonne écoute à tous. Alors, Maître Spinozzi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Une fois n'est pas coutume, du coup, aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour parler d'un fait, d'actualité, etc., mais plutôt pour nous parler de vous, de votre parcours. Avant toute chose, je me demandais à quel point avocat, ça avait été une vocation chez vous. Alors, je sais que vous venez d'une famille plutôt ancrée dans le droit, mais je veux bien que vous m'en disiez plus sur ce sujet. Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, je suis un peu tombé dans le droit petit, puisque mon père était avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est le métier que j'exerce aujourd'hui. Et ma mère était professeure à l'université et professeure de droit, et plus spécifiquement de droit comparé. Donc, j'ai grandi dans un univers qui était un univers juridique, et le droit m'a toujours semblé comme étant une évidence. C'est-à-dire que j'ai appris très tôt qu'il y avait du droit partout. Et donc qu'il fallait comprendre le droit pour pouvoir comprendre un peu la société, puisque le monde répondait à des règles juridiques. Et assez naturellement, en réalité, après mes études, j'ai commencé à me tourner vers la matière juridique et je suis entré à l'université. Très bien. Une fois que vous êtes rentré à l'université, quel a été votre cursus ? Est-ce que vous êtes dirigé rapidement vers tous ces sujets de liberté, fonda, etc. ou... J'ai commencé à faire du droit à l'université parce que c'était un schéma assez naturel. J'étais assez ouvert sur la nature des métiers du droit. J'aurais pu être avocat à la cour. J'étais assez intéressé. J'étais inscrit en histoire de l'art au même moment. Donc j'envisageais aussi potentiellement d'être commissaire-priseur. Et puis en réalité, les choses se sont un peu précipitées, puisque quand j'étais en licence, mon père a eu un AVC et il a été assez diminué. Et assez tôt, ma mère m'a dit: qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ? Et dans ce cas-là, on va tout faire pour maintenir le cabinet. Si ça ne t'intéresse pas, dans ces conditions, on vendra la charge. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix de devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. J'avais grandi dans une famille où cette profession avait toujours été valorisée. Mon père en avait été très heureux. Et c'est un choix qui m'a contraint, puisque j'ai dû accélérer mes études et devenir très tôt d'abord avocat, puisque j'ai prêté serment il y a maintenant presque 30 ans, en 96, et je suis devenu avocat à 23 ans, et je suis devenu avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation à 27 ans. Ce qui était quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'en général, on devient avocat au Conseil plus vers 33, 34 ou 35 ans. Et c'est un choix que je n'ai jamais regretté. Ah, ça c'est une bonne chose. C'est un choix que je n'ai jamais regretté. Ça a été un choix très heureux. Le choix de cette profession, c'est pas facile de faire la même chose que son père. De se comparer en permanence. Constamment. C'est très difficile.
Donc ça a été un choix qui était effectivement contraignant de ce côté-là. Mais j'ai adoré et j'adore encore l'exercice de cette profession. Je suis entré dans cette profession il y a maintenant plus de 20 ans. Elle a beaucoup changé. Le droit a beaucoup changé. Et ça a été très heureux de pouvoir accompagner cette évolution aussi bien de la profession d'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation que, en réalité, puisqu'elle est liée, que l'évolution du rôle du juge dans la création du droit qui s'est considérablement développée depuis le début du XXIe siècle. Justement, vous parlez à l'instant de création du droit et vous me disiez hier que ce rôle d'avocat à la Cour de cassation, etc., impliquer la notion de créer du droit en permanence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors, l'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, c'est un avocat, puisqu'il défend des clients. Et je pense que c'est absolument déterminant de le rappeler. Nous sommes là au service de nos clients et pour porter la cause de nos clients. Donc, on est fondamentalement avocat. Mais on est des avocats qui avons un exercice particulier, puisque nous intervenons devant les cours suprêmes, qu'il s'agisse du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui sont les cours qui nous sont naturellement dédiés, mais aussi beaucoup devant d'autres cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, en particulier depuis la création de la QPC, qui nous amène assez régulièrement à devoir se présenter devant le prétoire du Conseil constitutionnel, mais aussi les cours suprêmes européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union, devant lesquelles nous n'avons pas un monopole de représentation, mais devant lesquelles nous sommes assez régulièrement, ou en tout cas devant lesquelles mon cabinet est assez régulièrement. Et donc, comme vous êtes face à des cours suprêmes, vous êtes là pour poser des questions qui sont des questions de droit. Vous défendez des gens, mais avec du droit. Et à cette occasion-là, vous avez la possibilité d'aller questionner les limites des règles. C'est ça qui est très excitant, c'est-à-dire que vous allez, à travers un dossier, vous interroger sur l'application de telle ou telle disposition, quelle doit être l'interprétation de la règle qui s'impose dans un contentieux, et encore mieux, est-ce qu'il n'est pas possible, avec l'outil des libertés fondamentales, de neutraliser une règle nationale et de faire évoluer une législation. Et c'est ça le grand apport en réalité du XXIe siècle, auquel je faisais référence quand je parlais du rôle du juge. Aujourd'hui, le rôle du juge suprême au XXIe siècle n'est plus du tout le même que celui qu'il pouvait avoir au XXe siècle. Aujourd'hui, le juge n'est pas simplement l'interprète de la loi, il peut être aussi le censeur de la loi, le neutralisateur de la loi. Et on a la possibilité aujourd'hui, avec des contentieux, de faire avancer, de transformer le droit. Et on a accompagné un certain nombre de ces transformations, qu'il s'agisse par exemple, pour donner quelques exemples notables, du fait que l'avocat soit appelé à intervenir immédiatement en garde à vue. C'est une évolution jurisprudentielle qui est née de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été transposée aussi bien par la Cour de cassation, par le Conseil constitutionnel, et qui a amené une réforme de la procédure pénale. De la même manière, la question, par exemple, du droit à un prévenu qui n'est pas physiquement présent dans un prétoire à pouvoir être défendu et à pouvoir avoir déposé des écritures et avoir un avocat qui parle pour lui, eh bien ça, c'est un droit que l'on a dû aller chercher devant des juges, puisqu'il y avait une opposition de la part du législateur sur ce sujet-là. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un très grand nombre d'avancées qui sont des avancées très importantes qui peuvent être obtenues devant des juges. Et évidemment, c'est le juge qui dispose, mais c'est l'avocat qui propose. Donc, c'est bien vous qui êtes à l'initiative de la proposition de l'avancée du droit face à des juges suprêmes, qui sont susceptibles de pouvoir la valider. Et ça, c'est vraiment très excitant. Et quand vous dites que c'est la spécificité du XXIe siècle, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que, en fait,
le juge, le rôle du juge a changé. Le développement des libertés, parce que le développement des libertés fondamentales a fondamentalement modifié notre rapport institutionnel. Comme on est issu d'une tradition en France qui est une tradition juridique très légicentrée. Le principe, c'est, quand je dis légicentré, c'était la loi qui était véritablement le point cardinal du droit. Bon. Moi, j'ai fait mes études au XXe siècle, justement, et à l'époque, le sujet bateau qu'on pouvait avoir en deuxième année de droit, ou en première année de droit, c'était la jurisprudence est-elle une source du droit ? Voilà, on s'interrogeait beaucoup de savoir si effectivement le juge était l'interprète de la loi ou dans le cadre de son pouvoir d'interprétation, est-ce qu'il était susceptible d'ajouter un peu à la loi ? Tout ça est complètement dépassé. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute sur le fait que le juge est bien une source du droit. Et je le dis d'autant plus qu'on voit bien qu'une grande partie de l'évolution législative est aujourd'hui contrainte par certaines décisions qui sont rendues par des juges, qu'il s'agisse évidemment du Conseil constitutionnel qui aujourd'hui va neutraliser certaines lois qui vont être considérées comme n'étant pas conformes aux libertés fondamentales, ou qu'il s'agisse des décisions qui sont rendues par la Cour de cassation, le Conseil d'État ou la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. On voit bien que toute notre législation pénale s'est transformée par l'introduction d'éléments qui sont issus de la jurisprudence, souvent de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui sont d'ailleurs issus de traditions juridiques qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est beaucoup, exactement. C'est beaucoup des principes qui sont des principes, des garanties processuelles qui sont issus du droit de la common law et qui, par le biais de la jurisprudence de la Cour européenne ou de la Cour de justice, se sont petit à petit importés dans notre droit. Mais un exemple qui me semble assez démonstratif et qui est d'ailleurs un des combats judiciaires qu'on a porté au cabinet et dont en tout cas moi je suis à titre personnellement assez fier, c'est la question du droit pour des enfants issus d'une mère porteuse de pouvoir faire établir leur lien de filiation à l'égard de leurs parents, qu'il s'agisse de leurs parents biologiques, puisque le plus souvent dans le cadre d'une mère porteuse, c'est le sperme du père biologique qui est utilisé. Donc reconnaissance du droit de cet enfant à pouvoir faire établir son lien de filiation avec son père biologique, mais aussi avec la mère d'intention, c'est-à-dire qui est la mère qui n'a pas porté l'enfant, mais qui est celle qui va en réalité l'accueillir dans son foyer. Et il y avait une opposition, mais radicale, du droit français à l'idée d'une quelconque reconnaissance d'un droit, c'est-à-dire qu'on vivait dans un état du droit auparavant où vous reveniez des États-Unis le plus souvent en ayant eu recours à une mère porteuse de façon tout à fait légale aux États-Unis et en réalité vous cherchiez à faire établir votre lien de filiation, à avoir des papiers pour montrer que cet enfant était votre enfant et en réalité le droit français vous disait non, c'est impossible, vous avez fraudé la loi, vous avez cherché à échapper à l'interdiction des gestations pour autrui, et dans ces conditions, il n'y aura aucune reconnaissance. Se retrouver avec un enfant étranger. Exactement. Mais c'était un enfant sans parents. On a parlé des fantômes de la République, c'était un sujet. C'est-à-dire que, et ça pose énormément de difficultés. Vous êtes aujourd'hui français parce que vos parents sont français, vous avez une sécurité sociale parce que vos parents ont une sécurité sociale, vous avez un droit à hériter de vos parents parce que vous avez un lien de filiation avec vos parents. Et donc, ça, c'était l'état du droit français. Et ce dont je suis intimement persuadé, c'est que ça serait resté l'état du droit français si il n'y avait pas eu la décision qu'on a été chercher à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une décision Menson, où la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, Cour européenne des droits de l'homme qui a dit, écoutez, peut-être que c'est très bien que vous cherchiez à interdire la GPA en France, c'est tout à fait votre choix, mais ce n'est pas mon sujet. La Cour européenne des droits de l'homme, elle ne se pose pas des grandes questions, elle se pose des questions concrètes, pratiques, et elle va dire, pour moi, il y a des enfants aujourd'hui, et ces enfants, ils ont un droit, c'est le droit à leur identité. Et ce droit à l'identité, qui fait partie de la vie privée, qui est une liberté fondamentale, pour le garantir, il faut qu'ils puissent avoir un moyen juridique d'établir un lien de filiation avec leurs parents. Et si vous voulez, cette décision qui est intervenue en 2014 de la Cour européenne des droits de l'homme, elle va transformer l'état du droit français, c'est-à-dire qu'elle va être réintégrée petit à petit dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Et aujourd'hui, grâce à cette décision, eh bien,
des milliers de parents peuvent, qu'ils soient d'ailleurs homosexuels ou hétérosexuels, peuvent avoir recours à une gestation pour autrui à l'étranger, revenir avec un enfant et faire établir leur lien de filiation à l'égard de cet enfant. Et ça, c'est une avancée qui est une avancée qu'on doit aux juges. Alors après, et je pense qu'on en parlera, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. C'est-à-dire que c'est un vrai enjeu de société. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde où les juges, via les libertés fondamentales, ont un rôle qui est beaucoup plus important et beaucoup plus déterminant qu'il ne l'était auparavant. Bon, on peut s'en plaindre. Moi, je trouve ça assez heureux. C'est une forme de démocratie judiciaire. C'est la nécessité du maintien de l'état de droit. On en a eu un exemple d'ailleurs très actuel avec la décision qui vient d'être rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi sur l'immigration, dont précisément on a beaucoup parlé comme étant le retour du gouvernement des juges. Mais derrière le gouvernement des juges, derrière le droit de contrôle des juges, il y a un enjeu qui est beaucoup plus fondamental, c'est le respect de l'état de droit. Et moi je pense que le respect de l'état de droit passe précisément par un strict contrôle des cours suprêmes, et nous sommes avocats, en particulier avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, à l'initiative de ce contrôle. Oui, en effet, ça permet de prendre en compte davantage la réalité de la société plutôt que d'attendre de faire une loi là-dessus, etc. C'est peut-être le gros avantage typiquement sur cette histoire en réalité, de VPA, c'est éviter l'hypocrisie aussi. Oui, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation où le politique est de plus en plus neutralisé, parce que il est obligé d'être très attentif à la réaction qui est la réaction populaire, et au fond, on a quelquefois l'impression que le pouvoir politique a peur d'aborder certains sujets, qui sont des sujets polémiques, qui sont des sujets difficiles. La question de la GPA, par exemple, et de la légalisation de la GPA, c'est un sujet difficile. La question de l'accueil des migrants et de la réalité des droits des migrants, ce sont des sujets difficiles. La question de la fin de vie, ou du début de la vie d'ailleurs, et la question du droit à l'avortement, ce sont des sujets difficiles. Et toutes ces questions, en réalité, qui viennent impacter la vie des Français, eh bien, nécessairement, elles vont avoir, parce qu'elles sont présentes dans la société française, elles vont avoir des conséquences. Et il va y avoir des oppositions. Il y a des enfants qui naissent de GPA avec des parents qui reviennent en France, et face à eux, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on traite la situation ? Le législateur, il peut dire, moi, je ne vais pas prendre de loi. Le juge, il est obligé de répondre. À partir du moment où il y a une situation conflictuelle, eh bien, d'un seul coup, le juge, lui, il est tenu de donner une réponse, avec ou sans loi. Et donc, il va le faire avec les outils qui sont les siens. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus, en réalité, d'évolution du droit qui naissent de la jurisprudence. C'est précisément parce que le juge est forcé de proposer des interprétations. Ça vaut pour des questions qui sont des questions éthiques, qu'on vient d'évoquer, mais ça vaut aussi pour des questions technologiques. Les questions relatives, par exemple, à la responsabilité de l'intelligence artificielle, qui fait partie des questions qui sont extrêmement actuelles et prégnantes, eh bien, c'est nécessairement le juge qui est en première ligne pour pouvoir les trancher. La question du respect de nos droits et de nos libertés dans les espaces numérisés, c'est là aussi des questions qui sont pour la plupart appelés à être tranchés principalement par le juge. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un droit qui est un droit en construction, avec un juge qui est de plus en plus présent, un droit qui s'anglo-saxonise, si on veut, qui devient plus jurisprudentiel et qui est moins, de façon systématique, descendant d'une volonté qui est une volonté strictement politique vers le citoyen. Bon. Et dans cet univers-là, bien, l'avocat est absolument déterminant, puisque c'est lui qui conseille, c'est lui qui porte le contentieux, c'est lui qui va chercher un certain nombre de solutions nouvelles.
Oui, ça permet aussi du coup de pallier la lenteur de la législation, forcément. Oui, Des sujets comme ça, nouveaux, type intelligence ça- artificielle, etc., on ne peut pas légiférer tout de suite dessus, on n'a pas encore assez de recul, donc c'est... Ben, ça force d'abord à ce qu'il y ait une création de droit actuel, premièrement. Et puis, le droit est aussi un outil, c'est un outil de défense. Et là, on revient plus spécifiquement à l'activité du cabinet. C'est-à-dire que nous, on porte un certain nombre de contentieux qui sont des contentieux de liberté fondamentale et qui sont des contentieux militants. C'est-à-dire que moi, je représente un certain nombre d'associations, qu'il s'agisse d'associations qui défendent les droits des détenus. On est historiquement l'avocat de l'Observatoire international des prisons. Qu'il s'agisse d'associations qui défendent les libertés au sens large. On est historiquement l'avocat de la Ligue des droits de l'homme. Qu'il s'agisse d'associations qui portent le droit d'accueil des étrangers. On est historiquement l'avocat de la CIMAD. Ces associations sont porteuses d'actions qui sont des actions contentieuses devant le Conseil d'État, devant la Cour européenne des droits de l'homme, et qui vont aboutir à un certain nombre d'évolutions. Par exemple, on a parlé dernièrement, à travers la loi de l'immigration, sur la question d'un éventuel délit de présence, de séjour irrégulier. Bon, historiquement, en France, le fait d'être un étranger en séjour irrégulier était considéré comme un délit. Eh bien, cela a été rendu impossible par des actions que nous avons menées devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui, sur le fondement du droit de l'Union, a dit non. Le but de la législation sur le retour, c'est de raccompagner les étrangers le plus rapidement aux frontières de l'Union, et c'est certainement pas de les mettre en prison. Et dans ces conditions, il est contre-productif de créer un délit pour une personne qui est en séjour irrégulier. Lorsque vous êtes face à une personne qui est en séjour irrégulier, la seule chose que vous deviez faire, c'est la renvoyer hors des frontières de l'Union. Bon. Donc on voit bien que, par exemple, là, il y a eu une contrainte qui s'est exercée sur les législateurs, qui a été obligé d'abandonner les délits de séjour irrégulier du fait d'une décision qui avait été rendue par la Cour de justice de l'Union. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a bien une contrariété du législateur, puisque il y a cette volonté politique d'essayer de revenir sur cette situation. Et c'est bien d'ailleurs ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'hommes politiques aujourd'hui, de tous bords d'ailleurs, qui proposent, parce qu'ils sont gênés par cette contrainte du droit, parce qu'ils sont gênés par cette obligation de se soumettre aux juges s'agissant des libertés fondamentales, qui proposent de réviser la Constitution, de revoir les liens qui nous lient avec l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe pour la Cour européenne des droits de l'homme, pour essayer de retrouver une forme de souveraineté plus absolue, populaire, et d'essayer d'opposer la légitimité démocratique à la légitimité des juges, et derrière la légitimité des juges, encore une fois, la légitimité de l'état de droit en tant que tel. Oui, parce que ce qui ressort pas mal de ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne, etc., a quand même un rôle de censeur assez fort vis-à-vis des initiatives que... Mais en fait, tout ça a été. Enfin, il faut revenir aux fondamentaux. Tout ça a été pensé en fait. C'est-à-dire que l'état de droit, c'est quoi dont on parle depuis tout à l'heure? L'état de droit, c'est un État qui est obligé de respecter la contrainte du droit. C'est-à-dire c'est un État qui ne peut pas faire ce qu'il veut, c'est un État qui peut décider dans la limite des règles qui sont les règles démocratiques qui ont été fixées. Et c'est ce qui a été voulu après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a vu, après la Deuxième Guerre mondiale, les limites de la montée des souverainismes, les limites du populisme, de ce que certaines nations européennes pouvaient, avec une forme de légitimité démocratique, élire des gouvernants qui étaient des gouvernants qui mettaient en œuvre des régimes qui étaient tout sauf démocratiques. Donc, on a les pères fondateurs de l'Europe ont créé cet ordre. C'est eux qui ont mis en place la Convention européenne des droits de l'homme, c'est eux qui ont mis en place l'Union européenne, c'est eux qui ont mis en place cette contrainte du droit sur les États, avec, pour garantir cette contrainte du droit, des juges qui vont vérifier que les différents parlements ne vont pas au-delà de ce qui est autorisé par les libertés.
Et c'est bien aujourd'hui ce à quoi nous sommes confrontés. On est dans un état de tension en ce moment, on le voit bien. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part d'une partie de la classe politique et d'une partie de la population de s'affranchir de cette contrainte du droit. Il y a un certain nombre de personnes, si on reste sur la thématique par exemple de l'accueil des étrangers, qui est aujourd'hui extrêmement prégnante et qui sera au cœur des débats politiques des prochaines années, il y a un certain nombre de personnes qui voudraient des solutions beaucoup plus radicales, qui voudraient revenir sur le principe même du regroupement familial, qui voudraient expulser des personnes indifféremment du sort qu'elles sont susceptibles de pouvoir avoir dans les pays où elles sont renvoyées. Bon, ces choses-là, aujourd'hui, en tout cas, elles sont impossibles et parce que les garanties qui ont été voulues historiquement par les pères fondateurs de l'Europe font que il y a une contrainte qui s'exerce, et cette contrainte, elle est exercée physiquement par le juge, et c'est lui qui l'incarne, et donc c'est lui qui est susceptible d'être critiqué demain. Voilà. Mais on voit bien cet état de tension dans lequel nous sommes aujourd'hui, et le rôle qui va être à venir des cours suprêmes et des juges va être déterminant dans le maintien de notre système démocratique. Et votre rôle aussi, du coup, pour... mon rôle, c'est mon rôle, c'est un rôle de moi, je suis un porteur de flambeau, si vous voulez. Moi, j'essaye d'allumer des feux, et puis dans l'attente de voir ce que certains sont susceptibles d'en faire. Ce qui est certain, c'est que l'avocat est une vigie. C'est une vigie des libertés, et parce que on est en première ligne. On est en première ligne des atteintes, des atteintes au droit, et puis on a des vertus, peut-être, en tout cas, une des fiertés de la profession d'avocat, c'est qu'elle est nécessairement indépendante. L'avocat, par nature, il a vocation à être indépendant. Et en réalité, ça a l'air d'être une forme de facilité, ce que je suis en train de dire, parce que c'est assez su, mais c'est assez rare. Institutionnellement, il n'y a pas beaucoup de métiers qui vous permettent d'être naturellement indépendant. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans une entreprise, votre voix est liée à celle de votre entreprise. Quand vous êtes fonctionnaire, a fortiori, votre parole est contrainte parce que vous représentez la puissance publique. Des professions qui ont la liberté de parler fort, vrai, sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit qu'eux-mêmes, au fond, il n'y en a pas tellement. Et la profession d'avocat offre cette immense liberté intellectuelle et puis ce statut qui vous permet de dénoncer, de vous opposer. C'est même votre métier. Votre métier, c'est d'être dans la contestation, c'est d'être la voix de ceux qu'on n'entend pas toujours, et c'est d'aller au combat judiciaire, au combat du droit, mais c'est de ne pas vous laisser faire, et c'est de réagir face à ce qui vous semble injuste, anormal ou attentatoire au droit. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous interveniez pour différentes associations. Globalement, vous intervenez sur des sujets plutôt, je dirais, de société, potentiellement polémiques, l'accueil des migrants. Vous êtes régulièrement amené à parler dans les médias, par exemple sur les sujets d'état d'urgence, de passe vaccinal, etc., des sujets qui concernent vraiment toute la société. Vous me parlez à l'instant d'indépendance. Sur ces sujets-là, comment on fait pour rester 100% objectif ? Enfin, d'ailleurs, est-ce qu'on est 100% objectif ? Non. Est-ce qu'il y a forcément une petite coloration en fonction de vos opinions politiques, etc. Comment ça se passe ? Alors, on n'est pas objectif, enfin, en tout cas, sur ces sujets-là, moi, je ne revendique pas l'objectivité. D'ailleurs, l'avocat n'est pas objectif. L'avocat... Non, mais le principe, si vous voulez, d'un procès, c'est la confrontation de deux points de vue. Bon, ça qui est exceptionnel dans l'idée de la justice, c'est que pour pouvoir réussir à trouver une forme de vérité, on va confronter deux points de vue qui sont deux points de vue qui s'opposent, mais qui sont deux points de vue qui sont valables et l'un et l'autre, mais le juge va devoir trancher entre deux points de vue qui sont deux points de vue antagonistes. Donc, l'avocat, il n'est pas objectif, il n'est pas là pour dire ce qu'il pense, il est là pour porter la voix
de son client et donc pour porter la vérité et la pensée de son client. Alors après, il peut adhérer, comme c'est mon cas à moi. Quand je dis que c'est contentieux pour les libertés, pour les prisonniers, pour les migrants, ce sont des contentieux militants, parce que je crois, à titre personnel, qu'il faut plus de droits pour les prisonniers, qu'il faut plus de droits pour les immigrés, qu'il faut plus de respect des libertés fondamentales. Mais au fond, ce que je crois n'est pas déterminant. Ce qui est important, c'est ce que pense mon client et c'est la nature de la parole qui est celle de mon client que je porte devant un juge. Bon. Donc, oui, il y a une part de militantisme parce qu'on va, à travers les actions qui peuvent être menées, essayer de faire que les choses changent. On peut parler des droits des prisonniers, qui est un thème très important. Le droit des prisonniers a considérablement évolué ces 20 dernières années sous le coup d'un certain nombre d'actions que nous avons pu mener avec l'Observatoire international des prisons qui ont permis d'intégrer certaines solutions qui essentiellement, là encore une fois, venaient de la Cour européenne des droits de l'homme dans le droit français. En pratique, ça a abouti à la disparition d'un certain nombre de pratiques. Par exemple, la question des fouilles intégrales, qui était une pratique assez commune dans les prisons françaises. La fouille intégrale, c'était la possibilité pour un détenu de devoir être mis entièrement nu, d'avoir une inspection complète de son corps, en ce compris la cavité anale, puisqu'on lui demandait de se baisser et de tousser pour vérifier qu'il n'avait rien sur lui, au sens le plus propre du terme, ou en lui. Et ces fouilles pouvaient être répétées pendant 4 ou 5 fois par journée sur certains détenus, qui étaient évidemment particulièrement dangereux. Mais on a obtenu de la Cour européenne des droits de l'homme, puis de la législation française, que le systématisme de ces fouilles soit considéré comme un traitement inhumain et dégradant. Donc aujourd'hui, ces fouilles ne peuvent plus intervenir de façon systématique dans les prisons françaises, et c'est heureux. En tout cas, j'en suis moi heureux. Je trouve ça relativement sain. De la même manière, c'est par l'activité des juges qu'on a réussi à obtenir qu'on puisse plus facilement engager la responsabilité de l'administration lorsque, par exemple, il y a des suicides en prison. Eh bien, là aussi, je suis plus heureux de vivre dans un monde où, quand il y a un suicide en prison ou un décès en prison, eh bien, il est plus facile à la famille de la victime de pouvoir rechercher la responsabilité de l'administration plutôt que d'avoir l'état d'une jurisprudence auparavant où on vous disait non mais de toutes les façons il faut démontrer une faute extrêmement difficile à démontrer, d'une gravité particulière. Donc tout ça va dans le bon sens par rapport à ce à quoi je crois. Bon. Mais d'autres que moi vous diront le contraire. Donc oui, il y a une forme de militantisme dans un certain nombre de combats qu'on peut mener, que ce soit pour les prisonniers, que ce soit contre l'état d'urgence. On a beaucoup combattu contre l'état d'urgence, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'état d'urgence sécuritaire que de l'état d'urgence sanitaire, parce qu'il y avait une contrainte qui s'exerçait sur l'ensemble de la population et qu'il fallait essayer de maintenir nos libertés. Voilà. Je pense qu'avec les états d'urgence, on a tous touché du doigt ce que pouvait être petit à petit une disparition de nos libertés et la nécessité d'avoir quelqu'un qui vienne les contrôler, ici le juge. Mais cette notion de liberté, c'est quand même une notion très abstraite. Ça doit être difficile d'être l'arbitre des libertés. Je vous entendais dire sur France Inter, il me semble, à propos du pass vaccinal, je crois, que la liberté des uns s'arrête là où commence la santé des autres. Mais à l'instant, vous me disiez que vous aviez beaucoup oui, on a combattu, on a beaucoup œuvré, si vous voulez, mais ce qui est vrai, c'est que ça nécessite de faire des arbitrages, mais le droit est arbitrage, le droit est équilibre de toutes les façons. Et pareil, là aussi, la Ligue des droits de l'homme décide de ces combats et on en discute.
Mais sur la question qui est la question de l'état d'urgence sanitaire, ce qui est vrai, il faut distinguer vraiment l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sécuritaire, qui sont deux états d'urgence qui sont assez différents dans leurs conséquences. L'état d'urgence sanitaire, il y a eu des contraintes qui ont été exercées sur l'ensemble de la population. Ce à quoi la Ligue a été particulièrement attentive, c'est que ces contraintes ne soient pas disproportionnées et surtout qu'elles restent temporaires. C'est-à-dire que, en réalité, la différence entre l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sécuritaire, c'est que les règles exceptionnelles qui ont été mises en place dans l'état d'urgence sanitaire, elles étaient liées à la menace sanitaire et elles ont disparu avec la menace sanitaire. Même si, en réalité, il y a toujours une forme d'habitude qui se crée à la privation de liberté. Mais l'état d'urgence sécuritaire, ce qui s'est passé après les attentats du Bataclan et qui a abouti à ce qu'on introduise dans notre droit un certain nombre de mesures qui étaient des mesures totalement exceptionnelles en termes de contrôle de la population et potentiellement de répression de ceux qui s'opposent au gouvernement. Ces règles exceptionnelles, elles ont glissé dans le droit commun parce qu'on a pu sortir de l'état d'urgence sécuritaire qu'en reprenant une partie de ces dispositions. Et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit que la contestation politique qui s'est exercée depuis la fin de l'état d'urgence sécuritaire, qu'il s'agisse de la réforme des retraites, qu'il s'agisse dernièrement des oppositions qui sont intervenues au gouvernement pour les personnes qui sont en faveur du climat, on voit bien que le gouvernement pioche aujourd'hui dans une législation qui va permettre de faire des assignations à résidence, qui va permettre de créer des zones de sécurité extrêmement étendues, qui va permettre de faire du contrôle des manifestations avec la technique de NAS. Et tous ces éléments, ce sont des outils qui ont été forgés dans le creuset de l'état d'urgence sécuritaire et qui petit à petit ont été pensés pour lutter contre la menace terroriste et qui aujourd'hui sont dévoyés pour pouvoir être utilisés contre la menace à l'activité du gouvernement. Et c'est ça qui, à notre sens, est relativement dangereux et qui est susceptible de devoir faire l'objet d'un très strict contrôle par le juge. Oui, que l'exceptionnel s'infuse dans le quotidien. Quoi. C'est la spirale de l'exception, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée une législation qui est une législation d'exception, eh ben, elle a tendance à s'incruster dans notre droit et on va en avoir, à mon avis, un exemple encore très marquant d'ici quelques mois, puisque il y a une loi qui a été prise temporaire pour le temps des Jeux Olympiques, qui tente à permettre une surveillance numérique accrue pour garantir la population. Donc on a passé une loi exceptionnelle qui permet l'utilisation de caméras pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, pour pouvoir faire de la reconnaissance faciale. Dans quel cadre ? Dans le cadre du contrôle de la sécurité des stades, des stades, dans les lieux publics. Et donc, il y a une loi spécifique qui vient d'être prise, qui a vocation à être une loi JO, qui est une ouverture par rapport aux libertés numériques telles qu'elles sont garanties aujourd'hui et qui limite la surveillance numérique qui peut être faite par le gouvernement sur l'espace public. Et je suis assez persuadé, on pourra s'en reparler dans 2 ans, qu'une grande partie de ces mesures, une fois qu'elles auront montré leur efficacité, qu'on aura dit regardez, c'est très bien, tout s'est très bien passé, on n'a pas eu d'attentat, et c'est aussi grâce à ça, qui vont rester dans notre législation et que après les JO, il sera plus facile de surveiller numériquement la population française
qu'il ne l'était avant les JO. Oui, et de dire, regardez, ça a été mis en place, ça a garanti votre sécurité, ça vous a pas fondamentalement dérangé finalement. Mais c'est tout le problème en fait, et c'est tout le danger en réalité de l'argument qui est l'argument sécuritaire. C'est que c'était le même argument d'ailleurs qui était relayé dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire. On vous disait mais où est le problème ? Si vous n'avez rien à cacher, il n'y a pas de raison en réalité que vous empêchiez les gens de vous surveiller. Et c'est ça, c'est comme ça que c'est le début de toutes les disparitions des démocraties. C'est d'accepter qu'on vienne vérifier, voir chez vous à tout moment, à tout endroit, en disant mais de toutes les façons n'ayez pas à vous inquiéter, si vous n'avez rien à cacher, il n'y a pas de raison pour que vous y soyez hostile. C'est ce discours-là qui est en train de se mettre en œuvre, et c'est un discours qui est d'autant plus dangereux qu'il est tenu par des gouvernements qui sont aujourd'hui des gouvernements démocratiques. Personne ne peut nier que le gouvernement d'Emmanuel Macron, on est pour, on est contre, il a ses limites, mais on reste dans un État qui est un État de droit. Bon, il est certain qu'il y a d'autres hommes politiques qui sont susceptibles de se présenter et qui ont moins d'ambition démocratique que le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et le jour où ces hommes politiques sont susceptibles d'arriver au pouvoir, il ne s'agit pas simplement de parler ici du Front National. On voit bien qu'il y a une montée des populismes, une montée des souverainismes un peu partout dans le monde et en Europe. On peut très bien avoir demain un Donald Trump, un Bolsonaro à la française. Tout peut surgir dans l'espace qui est l'espace démocratique français aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'élection d'Emmanuel Macron, en son temps, l'a bien démontré. Et donc, ces personnes-là sont susceptibles d'utiliser la législation à des fins de contrôle, à des fins de neutralisation des opposants politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, les mesures exceptionnelles qui ont été pensées dans l'état d'urgence, aujourd'hui, elles sont dans le droit commun de l'antiterrorisme. L'antiterrorisme, demain, qui seront les terroristes qui s'opposeront, et qui seront jugés comme tels, en tout cas, au gouvernement. Quand on parle déjà d'écoterrorisme, quand on parle déjà de terrorisme intellectuel, pour pouvoir désigner des personnes qui s'opposent de façon violente ou radicale à l'action du gouvernement, on voit bien ce qui est en germe et les risques que ça peut comporter lorsque demain, le gouvernement sera composé de personnes qui sont moins enclins au respect de la démocratie qu'aujourd'hui. C'est pas très marrant, hein. Non, c'est pas très marrant, ça me déprime. Non, mais c'est l'évolution. Non, mais c'est l'évolution. Non, mais c'est important. Justement, notre rôle, c'est ça. Non, mais c'est là où c'est chouette aussi d'en avoir conscience. L'évolution du rôle du juge dans la législation, etc. C'est un contre-pouvoir fort. Mais c'est un contre-pouvoir fort. Mais c'est un contre-pouvoir qui va être de plus en plus sollicité et qui va être de plus en plus mis sous tension. En France, l'exemple du Conseil constitutionnel sur la loi sur l'immigration est marquant. On voit bien la polémique que ça a pu créer. Dernièrement, il y a eu une polémique autour d'un Ouzbek qui était soupçonné de fait de terrorisme mais qui n'en avait commis aucun et qui a été renvoyé dans son pays, alors même qu'il y avait une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui interdisait ce renvoi parce qu'il était susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants dans ce pays. Le ministre de l'Intérieur a décidé de l'expulser contre la volonté de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une action qui a été engagée devant les juridictions françaises. Le Conseil d'État a été solidaire de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la plus haute juridiction française dit au ministre « Vous devez récupérer cette personne que vous n'aviez pas le droit d'expulser de France ». Et vous avez des déclarations de M. Gérald Darmanin publiques disant « Je ferai tout pour ne pas appliquer la décision du Conseil d'État ». Donc on est quand même dans une démocratie, on reste dans une démocratie, mais on est quand même dans une démocratie qui a cette forme de maladie où vous avez un ministre de la République qui prend la parole publiquement pour dire « Moi, en tant qu'État, en tant que représentant de l'État, je n'appliquerai pas ou je ferai tout pour essayer de ne pas appliquer une décision définitive qui a été rendue par la plus haute juridiction administrative française ». C'est inquiétant. Oui, en termes de crédibilité, c'est pas terrible.
Non. Et quand on voit, c'est ce qui se passe en France, mais très dernièrement, il y a eu de la même manière en Israël une tentative assez forte du gouvernement de Benjamin Netanyahou de faire passer une réforme qui visait à neutraliser le pouvoir des juges, qui finalement a été bloquée par la Cour suprême dans des conditions aussi de tension qui étaient considérables. Quand on voit que aux États-Unis, l'élection, ou en tout cas la capacité de Donald Trump à présenter sa candidature est suspendue à une décision de la Cour suprême, puisque aujourd'hui il y a une interrogation juridique sur sa capacité à pouvoir être candidat du fait de son implication dans les révoltes du Capitole, et qu'en réalité la candidature de l'opposant, du principal opposant politique au parti en place est suspendue à une décision judiciaire. Tout ça montre bien qu'on est face à des antagonismes forts et à un risque de bipolarisation entre ceux qui vont défendre le droit à la souveraineté populaire à tout craint, en disant le peuple peut bien faire ce qu'il veut et les juges n'ont rien à dire, et ceux qui chercheront à défendre une forme d'état de droit en disant non, la souveraineté populaire c'est fondamental, mais dans la limite et de la contrainte du droit. Voilà. Et c'est ce vers quoi on va. C'est ce vers quoi on va en Europe, c'est ce vers quoi on va dans le monde, et c'est la raison pour laquelle il faut rester vigilant. Et vous qui êtes du coup dans ce rôle de rester vigilant et de combattre tout cela, je m'interrogeais sur les avocats au conseil en France, parce que moi finalement je connais assez peu les chiffres de cette profession, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup Alors aujourd'hui il y a à peu près 120 avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, qui sont tous à Paris, puisque les cours suprêmes que sont la Cour de cassation et le Conseil d'État sont à Paris. 70 cabinets, donc c'est une petite profession. Et qui exerce dans des conditions qui sont des conditions assez différentes. La particularité de l'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, c'est c'est un généraliste dans un monde du droit qui est de plus en plus spécialisé. C'est-à-dire que c'est par nature, et d'ailleurs dans son titre même, puisqu'il est avocat au Conseil d'État, donc il fait du droit public, et à la Cour de cassation, et donc il fait du droit privé, il a l'obligation de pouvoir intervenir dans tous les domaines du droit. Ça répond d'ailleurs à notre propre formation. Quand vous devenir avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, il y a des études spécifiques, 3 ans de formation qui sont sanctionnées par un examen qui vous permet d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Et pour rentrer dans cette formation, c'est comme pour entrer à l'école du barreau, il y a un examen aussi? Non. En fait, la plupart du temps, ce que vous faites, c'est que vous êtes avocat à la Cour, vous collaborez dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation. Moi, mes collaborateurs sont tous des avocats à la Cour. Et lorsqu'ils font le choix de se diriger vers la profession d'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, ils s'inscrivent, comme on peut s'inscrire à l'université, à cet institut de formation, et ils passent des examens chaque année. Et à la fin de cette formation, ils passent un grand examen qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et une fois que vous avez ce certificat d'aptitude à la profession d'avocat, vous avez la possibilité... C'est plus difficile que... que quoi? Que le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors, il y a beaucoup moins de personnes qui le passent. Oui, c'est ça. Cas. Ce nombre de 120, c'est un numerus clausus ou c'est... Non. Alors, il y a un numerus clausus, puisque en réalité, c'est une profession qui ne peut s'exercer, puisque nous sommes officiers ministériels, qu'à travers une charge. Donc, vous êtes obligé d'être affilié à un cabinet qui est préexistant. Vous ne pouvez pas arriver et poser votre plaque du jour au lendemain, comme vous pourriez le faire si vous étiez avocat à la Cour. Aujourd'hui, il y a 70 cabinets qui peuvent accueillir des avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation. Il y a des créations de charges de façon régulière, tous les 2 ans. Il y a 1 à 2 charges qui sont créées par la chancellerie, en tout cas depuis une dizaine d'années. Et donc,
la profession d'avocat au conseil, qui est une petite profession, intègre sans trop de difficultés ceux qui veulent y accéder et qui ont obtenu le certificat d'aptitude. C'est un examen, ça n'est pas un concours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un certain nombre de places dédiées, mais une fois que vous avez cet examen, en général, très rapidement, vous êtes susceptible d'intégrer un cabinet d'avocat au conseil. Il y a un besoin. C'est une profession qui intègre de plus en plus de jeunes, dont l'âge moyen est en constante baisse, précisément parce que c'est une profession qui se renouvelle. Et donc, nous n'avons pas de difficulté d'accès, en tout cas, à mon sens, à cette profession. Très bien. Dans votre cabinet, vous n'êtes pas le seul avocat. Je suis le seul avocat au conseil d'État. Okay. Oui. En fait, j'ai été associé. J'ai été seul d'abord pendant un certain temps, et puis j'ai été associé pendant 7 ans avec un ancien avocat à la Cour qui était lui-même ancien conseiller d'État, qui s'appelait François Sureau, qui était auparavant associé dans un cabinet d'affaires parisien où il s'occupait de droit public, et comme il était anciennement conseiller d'État, il a pu devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et on est restés associés pendant 7 ans ensemble, et nous sommes des associés à partir du moment où il a été élu à l'Académie française et où il est devenu donc académicien, et où il m'a dit qu'il préférait se consacrer à des activités plus intellectuelles et plus littéraires. Et donc, je suis redevenu seul au sein de mon cabinet avec des équipes de collaborateurs, donc entouré, mais seul avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect militant de certains dossiers, etc. Comment vous choisissez justement les affaires sur lesquelles vous allez travailler, les dossiers sur lesquels vous allez travailler? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait cet aspect un petit peu militant, ou parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets de société, etc. Mais vous êtes aussi intervenu sur des dossiers concernant des personnalistes médiatiques. Enfin voilà, comment se fait pas que non plus. Pas que des personnalités médiatiques. Non, mais ce que je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le cabinet d'avocats, moi j'ai un cabinet d'avocats au conseil avec des dossiers effectivement qu'on porte, qui sont des dossiers militants, qui peut-être sont susceptibles d'être plus visibles parce qu'ils sont potentiellement plus médiatiques que d'autres. Mais évidemment, l'activité du cabinet, elle est beaucoup plus générale. On intervient, les dossiers militants dont je suis en train de parler, ça représente peut-être 10% de l'activité du cabinet. L'essentiel de l'activité, c'est des dossiers beaucoup plus classiques qui interviennent dans tout type de matière. Ça peut être du droit public, droit de la fonction publique, droit de l'urbanisme, droit des collectivités locales. Ça peut être du droit privé, droit des successions, droit des contrats. Et puis on a une grosse activité en droit pénal aussi, où on intervient effectivement de façon régulière, et en droit des affaires. C'est-à-dire que l'activité militante, il faut aussi qu'elle soit compensée. Oui, qu'elle soit nourrie financièrement. Je ne cache pas qu'évidemment, la défense militante par nature est une défense qui ne rapporte pas d'argent, et que pour pouvoir justement l'assurer, il faut avoir un cabinet qui soit structuré et qui fonctionne. Et donc, assez tôt, en réalité, on a développé cette double activité entre les libertés publiques et le droit des affaires, en travaillant avec des structures qui étaient des structures anglo-saxonnes sur un certain nombre de dossiers qui étaient des dossiers importants en droit public des affaires ou en droit de la régulation. On fait beaucoup de droit de la concurrence, droit boursier. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on pourrait penser qu'il y a une sorte de muraille de Chine entre l'activité de droit des affaires et l'activité des libertés fondamentales. Et au fond, on voit que c'est très poreux parce que les victoires qu'on peut engranger dans le cadre de la défense des libertés fondamentales, aujourd'hui, elles infusent beaucoup de contentieux
qu'on est susceptible de pouvoir engager dans le monde des affaires, précisément parce que il y a de plus en plus aujourd'hui de dossiers autour de questions de régulation, il y a de plus en plus de confrontations, que ça s'agisse encore une fois du droit pénal des affaires ou du droit public des affaires ou du droit économique des affaires, il y a de plus en plus de confrontations, de règles qui s'imposent à l'entreprise et avec le droit des entreprises, le droit des libertés fondamentales des entreprises qui sont garanties au même titre que celles des citoyens. Donc voilà pour l'activité du cabinet qui est accaparante mais florissante. Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous regrettez d'avoir travaillé ? Ou finalement c'était pas aligné avec peut-être vos valeurs, vos convictions ? Non, je dirais pas ça. J'ai pas de dossier, j'ai pas de souvenir de dossier ou de choix de défense que j'aurais pu regretter. Je fais attention à pas forcément. Enfin, on est attentif à ça en fait. C'est-à-dire que je suis attentif à éviter de prendre des dossiers qui pourraient mettre en porte-à-faux. Par exemple, en matière pénale, on évite de prendre des dossiers en défense sur des moyens de nullité qu'on est susceptible de pouvoir soutenir dans d'autres dossiers pour des personnes qui sont mises en cause. En pénal, on est quand même plus souvent aujourd'hui pour des personnes mises en examen ou des prévenus que pour des parties civiles. Et il faut éviter, à mon sens, de se retrouver dans cette sorte de contradiction intellectuelle qui vous amènerait devant les mêmes juges à dire tout est son contraire. Il faut être cohérent. Voilà. Donc on fait effectivement un peu attention à ça. Moi, je ne suis pas l'avocat. J'ai jamais été l'avocat, par exemple, de partie poursuivante. Jamais, si demain, ça n'a pas de chance d'arriver, mais si demain, des administrations qui peuvent poursuivre, l'administration des douanes, l'administration fiscale, venez me voir en me disant voilà, est-ce que vous êtes intéressé par traiter nos dossiers ? Okay. Ça n'est pas ce que nous faisons en fait. Nous, on est en opposition, en tout cas en défense face à l'institution. On n'est pas les avocats qui défendons l'institution. Je ne dis pas du tout que c'est pas bien de défendre l'institution. Oui, il y a des avocats qui sont mais c'est pas notre ADN et c'est pas ce que l'on accepterait de faire naturellement parce que ça nous mettrait en porte-à-faux avec l'image et le rôle du cabinet. Ok, donc pas de dossier regretté. Et quelle est votre plus... c'est un peu cliché comme question, mais votre plus belle victoire, on va dire, la décision que vous êtes le plus fier d'avoir obtenue? Alors, je pense que... d'abord, c'est un métier qui donne... Enfin, c'est un métier qui donne beaucoup de sens, hein, le métier d'avocat, et le métier d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Encore plus, j'en sais rien, mais en tout cas, qui en donne aussi beaucoup. Et les défaites sont dures, mais les victoires sont heureuses. Et ce qui est vrai, c'est que la victoire, elle est heureuse parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous gagnez pour votre client, ça c'est évidemment la plus grande satisfaction, mais vous faites avancer le droit, c'est-à-dire qu'elle vous permet de donner à d'autres qu'à votre client la possibilité de bénéficier de la décision que vous avez pu obtenir. Alors, pour répondre à votre question, je pense que si je retiens un dossier, ça serait certainement le dossier où on a obtenu du Conseil constitutionnel qui consacre le principe de fraternité, qui était relatif à un militant qui s'appelait Cédric Héroux, qui était poursuivi comme un certain nombre de personnes qui sont dans la même situation que lui, sur le fondement de la législation pénale qui incrimine les personnes qui sont des passeurs, qui aident contre une rémunération des gens à franchir des frontières, alors même qu'ils le faisaient de façon totalement désintéressée et de façon bénévole et de façon humaniste. Et donc,
évidemment l'État et l'administration dans cette logique qui est de refuser qu'on puisse aider les migrants de quelque nature que ce soit, parce qu'il y a toujours la peur de l'appel d'air, et poursuit les associations qui aident de façon bénévole des migrants à passer une frontière ou à se déplacer lorsqu'ils sont en situation irrégulière sur le sol français. Et c'est un point qui était très contesté depuis très longtemps. Et ce qui est vrai, c'est qu'on n'arrivait pas, on était un peu bloqué par la législation qui était très large, qui avait été pensée pour sanctionner des passeurs, mais qui en réalité était utilisée même pour des associations qui étaient des associations bénévoles et humanistes. Et on a réussi, à travers le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité, à ce que justement la loi française soit neutralisée sur ce point-là, grâce à l'invocation d'un principe qui est un principe nouveau. C'est-à-dire qu'on a proposé au Conseil constitutionnel de reconnaître un nouveau principe constitutionnel, qui était le principe de fraternité, qui était induit, puisqu'il était déjà présent dans la devise française, liberté, égalité, fraternité. Donc on savait qu'il y avait un principe constitutionnel de liberté, on savait qu'il y avait un principe constitutionnel d'égalité. On a dit il faudrait qu'il y ait aussi un principe constitutionnel de fraternité. Et le Conseil constitutionnel nous a suivis. Il a dit oui, effectivement, je reconnais qu'il y a un droit constitutionnel à la fraternité, et ce droit constitutionnel à la fraternité interdit qu'on vienne sanctionner pénalement une personne qui n'a fait que fraternellement aider son prochain, quand bien même il l'aurait aidé à se déplacer sur le sol français, alors même qu'il était en situation irrégulière. Voilà. Donc ça, c'est une vraie belle victoire, à tout point de vue. C'est une belle victoire parce que juridiquement, intellectuellement, c'est la consécration d'un nouveau principe constitutionnel, et en ça c'est évidemment quelque chose de très satisfaisant, parce que c'est la mise en œuvre d'une réflexion que vous avez pu avoir face à un dossier en vous disant on est un peu bloqué, mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer de consacrer ce principe de fraternité, et vous êtes suivi par le juge sur ce point-là. Et puis c'est aussi une victoire parce que c'est la fin d'une situation qui était très injuste, qui était la poursuite ou les menaces de poursuite qui pouvaient être exercées face à des personnes qui, de façon militante, n'ambitionnaient que d'aider leurs prochains, quand bien même ceux-ci étaient en situation irrégulière sur le sol français. Très bien, ça me va comme réponse. Ça vous va comme réponse ? Une belle victoire. Merci. J'adhère. Pour finir, bêtement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes avocats ? Moi, j'ai la sensation, pour avoir fait 5 ans de droit, etc., que, encore une fois, ce métier d'avocat au conseil est, enfin, je dirais pas méconnu, mais en tout cas qu'on nous encourage pas énormément à s'intéresser à ça. C'est vrai. Qu'en dites-vous ? J'en dis, encouragez-vous les jeunes à s'y intéresser ? Oui, j'en dis deux choses. J'en dis un que c'est vrai, parce que c'est un métier qui est un exercice professionnel un peu particulier. Je dis deux, qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, en tout cas par l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour faire connaître ce métier, avec des rencontres dans les universités, pour justement montrer quel est l'intérêt de ce métier, et surtout pour défendre son accessibilité. Je tiens à témoigner de ce qu'aujourd'hui n'importe quelle personne qui est motivée et qui est intéressée par cette forme d'exercice, qui est une forme d'exercice beaucoup plus juridique, mais qui est aussi, encore une fois, une défense des clients par le droit, eh bien, est susceptible de pouvoir devenir avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Il n'y a pas de barrière à l'entrée dans ce métier. Donc, le conseil que je pourrais donner à ceux qui ambitionneraient de devenir avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, c'est intéressez-vous à ce métier. En tout cas, c'est un avenir qui est un avenir tout à fait possible. Et je dirais, en tout cas, que c'est un métier qui, moi, me rend profondément heureux. C'est-à-dire, si ça peut être le mot de la fin, ou si je peux témoigner de quelque chose, c'est que au début de cet entretien, je vous disais, j'ai fait le choix très jeune de devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans des circonstances un peu contraintes, qui étaient la maladie de mon père. Et je vous ai dit, j'ai jamais regretté ce choix. Et c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et chaque jour, je suis profondément heureux et fier de pouvoir exercer ce métier.
Et en réalité, quand vous regardez autour de vous, en tout cas moi, quand je regarde autour de vous, à mon âge, ça n'est pas si commun. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont un rapport avec leur activité professionnelle qui est soit essentiellement alimentaire, soit souvent un peu contraint. Et ça n'est absolument pas mon cas. Moi j'ai une grande joie et de pouvoir être avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Aujourd'hui, on cherche des métiers qui font sens. C'est un métier qui fait sens. C'est un métier où vous avez un rôle à jouer. C'est un métier qui est appelé, à mon sens, à avoir de plus en plus d'importance du fait des dangers qui pèsent aujourd'hui sur l'état de droit dont on a parlé. Donc, je ne peux que conseiller cette activité à toute personne qui serait intéressée, parce que c'est un métier d'avenir. En réalité, aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais c'est un métier dont on aura besoin dans l'avenir. Très bien. Vous m'avez convaincu. Je vais entamer ma reconversion. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager et à nous recommander des avocats que vous aimeriez entendre dans ce podcast. Bonne journée à tous.